Il s'appelait Harry. Tout débuta le 4 octobre 1986. À cette époque, je n'étais âgé que de 9 ans, mais je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé ce fameux jeudi du 4 octobre et de tout ce qui a suivi. La journée avait commencé comme à l'accoutumée. John et moi avions pour habitude de passer par la forêt des camélias pour nous rendre à l'école. John était âgé d'une année de plus que moi et avançait sur ses 11 ans. Il aurait beaucoup mieux valu que, ce matin-là, nous ayons mis notre fierté de côté. Mais la jeunesse et ses défis à relever nous fait bien commettre des mésaventures, plus ou moins heureuses. On avait fait quelques mètres dans notre jungle quand un bruit suspect attira notre attention. On aurait dû prendre nos jambes à nos cous et nous enfuir. Cela nous aurait bien évité des déboires. John était toujours le premier à dire «On va voir ce que c'est», mais c'était également le premier à vouloir fuir. Je ne veux pas dire qu'il était un peureux, il est juste que, quelquefois, la prudence devance la curiosité. Mais ce jour-là, ce ne fut pas le cas. Notre curiosité nous faisait avancer d'un pas rapide et déterminé vers ce qui avait attiré notre attention. Après quelques sentiers et quelques branches dégagées de notre chemin, on arriva devant un spectacle qui resta gravé à jamais dans nos mémoires. Devant nos yeux se tenait un homme d'une trentaine d'années, habillé d'un beau costume et tenant une pelle à la main. Il semblait observer l'horizon à la recherche de quelque témoin à ce qu'il entreprenait. John et moi, devant ce spectacle, décidâmes de nous blottir sous les feuilles mortes, pour dissimuler notre présence aux yeux de cet homme. À ces quelques mots qu'il prononça, notre sang se glaça. Je vais me débarrasser de toi et de ta curiosité. John se tourna vers moi et d'une voix tremblante me dit ceci. Kevin, tu as entendu? Il va se débarrasser de quelqu'un. Ma stupeur, ou la peur que je ressentais, avait cousu ma bouche. Je lui adressai, pour réponse, un clignement des yeux qui le fit trembler de plus belle. Il s'enfonça plus profondément dans le sol, si profondément qu'on ne voyait plus que ses yeux qui dépassaient. On aurait dit que les feuilles mortes avaient retrouvé vie, tant John les faisait trembler. L'homme jeta sa pelle sur le sol et se dirigea vers sa voiture. Une Jeep verte, on aurait dit qu'elle se moulait parfaitement à toutes les arbres qui nous entouraient. De l'arrière de sa Jeep, l'homme sortit un grand sac noir qui semblait être très lourd. On voyait qu'il avait du mal à le porter. Arrivé près de l'endroit où il avait jeté sa pelle, il jeta le sac dans un grand trou qu'il avait creusé avant notre arrivée. En tombant, le sac se déchira et un nouveau spectacle horrible s'offrit à nos yeux. Une main d'homme venait de sortir du sac. On se tourna mutuellement vers l'autre. John avait le visage tout blanc. On aurait dit que lui aussi était un cadavre en sursis. On entendit de nouveau l'homme parler et répéter sans cesse. Charogne, charogne, de chien. Il prit de nouveau sa pelle et donna de grands coups sur le sac et sur cette main qui s'obstinait à ne pas vouloir entrer dans ce trou. Après quelques minutes de combat perdu d'avance, la main décida de regagner le sac. Mais elle avait quand même remporté une victoire car l'homme s'était blessé à la tête par un malheureux coup de pelle. Il recommença ses insultes, tout en tenant son front. Charogne, charognard de chien. Tout en sifflant, il recouvrit le corps avec quelques feuilles mortes. Il était plus que temps pour nous de partir. On commença à ramper, à reculons, pour dissimuler notre fuite. Le silence de notre fuite fit retentir la cassure d'une vieille branche pourrie sous nos pieds. Nous n'avions jamais entendu un bruit si violent. On aurait dit que le ciel était tombé et que tous les coups de tonnerre faisaient battre à présent nos cœurs. Il battait si fort que je pouvais entendre celui de John et le mien. On n'était pas les seuls à l'entendre. L'homme à la pelle l'avait aussi entendu. Bien sûr, les battements de nos cœurs, mais ils avaient entendu parfaitement le bruit de cette vieille branche complice, qui venait de se briser. De nouveau, il jeta sa pelle,
et sortit un canif de sa poche. Tout en essuyant de situer d'où venait le bruit, il dissimula le canif dans son dos. À cela, on se plongea plus profondément dans le sol. On avait caché même nos yeux. On ne laissa rien apparaître, rien en surface. Heureusement pour nous, c'était l'automne, et les feuilles mortes nous dissimulaient de sa vue. On n'entendait désormais que le bruit de ses pas tout autour de nous, qui fracassaient les feuilles mortes. On l'entendait qui s'approchait de plus en plus de nous. Il était à 3 mètres. Il continuait à avancer, arrivé à 2 mètres. Il continuait à s'approcher. Je pense que les prières de John et des miennes étaient devenues prioritaires aux yeux du Seigneur. Il n'était plus qu'à 1 mètre et pendant quelques instants, on aurait dit que le temps s'était arrêté de tourner. Il s'était assis là, à nos côtés, à appréhender l'avenir. Soudain, un écureuil courut jusqu'à l'homme et sauta sur lui. On pouvait l'entendre crier « Va-t'en, sale bête !» et le voir faire de grands sauts. On pouvait le sentir, car le sol en tremblait. Puis, il y eut de nouveau le silence. Il prononça ces dernières paroles. « Si je te trouve, sale bestiole, je te ferai cuire. » Il se remit à la tâche et continua à enterrer le sac. Après avoir effacé toutes les traces, il recouvrit le trou de quelques feuilles mortes, seul témoin à ses yeux de cette fouille ardeuse. Il lança sa pelle à l'arrière de sa jeep et démarra en trompe. Il ne restait plus que John et moi et ce fameux cadavre. On attendit quelques minutes pour sortir de notre cachette, et il aurait pu oublier quelques indices et revenir sur les lieux de son crime. On quitta notre repère, et instinctivement on se dirigea à l'endroit où l'homme venait d'enterrer le cadavre. Il faut dire ce qu'il en était, même si on venait de vivre la peur de notre vie, notre goût à la curiosité avait repris le dessus. On n'avait plus rien à craindre. L'homme à la jeep était parti, et celui qui se trouvait là, dans cette tombe de fortune, nous avait quittés, bien avant l'autre. John remarqua un objet laissé par le meurtrier. Il avait dû tomber de sa poche quand il s'était acharné sur le sac. C'était un magnifique briquet en argent aux initiales M.F. John, me dit. Ne le ramasse pas, Kevin. Si on nous trouve avec ce briquet, on aura des problèmes. J'aurais dû l'écouter et m'en tenir à son conseil, mais non, je lui répondis. On pourrait prendre le briquet et le remettre à la police. Je vis qu'il n'était pas enthousiaste à cette idée, mais j'arrivai à le convaincre en quelques mots. Si on ne ramenait pas le briquet à la police, et si on le laissait là, quelqu'un pourrait le voler. La police ne l'aurait jamais. On décida de signaler le corps à la police en téléphonant d'une cabine sur notre route. Il ne nous suffirait que de prendre l'argent de nos sandwichs. Que peut représenter un ventre vide face à une conscience pleine? Sur le chemin qui nous menait à l'école, on ne prononça pas un seul mot. Mais on finit par arriver là où on devait arriver, près d'une cabine. On dira à pile ou face à qui téléphonerait et parlerait à la police. Comme j'avais toujours eu de la chance, cela tomba sur moi. John fit un grand ouf de soulagement et me dit « Tiens, voilà les sous. » Encouragé par John, j'appelai la police. On leur signala où se trouvait le corps, mais rien de plus, qui pourrait les amener à nous retrouver ou à avoir quelques soupçons de notre identité. Aux nouvelles du soir, la police avait effectivement retrouvé le corps grâce à notre appel. La victime était un homme d'une quarantaine d'années. C'était un ex-policier qui avait été tué par balle, à bout portant, dans la poitrine. John devait penser la même chose que moi. Il avait dû sûrement être tué par un vulgaire malfrat. On était, John et moi, devenus des vedettes. On parlait de nous. On disait même que nous pourrions être les seuls témoins de ce crime et que la police avait besoin de notre déposition pour interpeller les suspects. Soudain, le téléphone sonna. C'était John qui m'appelait. À sa voix, je vis son enthousiasme. Même si l'idée ne l'enchantait pas au départ, il était maintenant fier d'avoir contribué à sa manière à une enquête policière. Il ne voulait pas en rester là. Il souleva un point, fort important, qui s'était égaré dans mon esprit. Il me dit, « Tu sais, nous avons peut-être l'indice qui permettrait à la police d'arrêter le meurtrier. » Il continua d'un ton plein de confiance, « Nous avons le briquet. » Puis, avec autorité, il me dit, « Rendez-vous demain.
près de la cabine. N'oublions pas le briquet. Et il raccrocha. On ne savait pas encore ce qui nous attendait. Comment aurions-nous pu penser qu'un simple briquet allait radicalement changer nos vies? La nuit s'écoula avec la lenteur des saisons à sa métamorphosée, et, avec elle, ma résolution à rendre ce briquet. Au matin, on se rendit au commissariat. Comme le destin peut quelquefois, sans le vouloir, nous appeler à l'accomplir, on poussa la porte d'entrée du commissariat avec un peu d'hésitation, et on entra avec volonté. Il régnait le chaos, on pouvait voir des policiers de tous côtés, mais également quelques malfrats qui étaient à peine attachés, et qui nous regardaient, croyez-moi, d'un regard bien peu amical. John observa tout cela avec des yeux admiratifs. On semblait invisible, là, debout, immobile, face à cette entrée, que nous aurions dû reprendre. Soudain, la magie s'estompa. On était redevenus invisibles. On venait de nous appeler. Venez par ici, les enfants. C'était un policier, au ventre bien garni, aux moustaches bien fournies, qui venait de nous appeler de derrière son bureau. Puis il nous appela de nouveau. Allez, venez, je ne vais pas vous manger. Il n'est que 10 heures. On n'avait rien à craindre, il avait assez de réserve pour tenir jusqu'à midi. Nous, nous serions bien loin quand sonnera midi. Là, il mangera ce qu'il voudra. John, à ma surprise, s'avança d'un pas franc et rapide vers ce policier. Si seulement il avait pris la fuite, je l'aurais suivi également. Mais hélas, on devait écrire notre destin. Je le suivis donc jusqu'au bureau du policier qui nous demanda de nous asseoir, tout en tenant dans une main un de ces beignets, que l'on voit seulement à la télé. Puis, le policier commença à nous interroger. Les questions volaient tout autour de nous. Quels sont vos noms? Que venez-vous faire ici? Ce n'est pas un lieu pour les enfants. Il finit bien sûr par poser la bonne question. Avez-vous quelque chose à déclarer qui nous permettrait d'arrêter quelques malfrats? Le sourire qu'il avait n'allait pas tarder à lui aussi s'enfuir et laisser place à la stupeur. John lui répondit d'un ton calme et d'une voix claire. On aurait dit que toute sa vie, il s'était préparé à ce moment et avait choisi chacun des mots qu'il prononçait. Monsieur le policier, ne nous jugez pas à notre apparence, mais prêtez attention à ce que nous allons vous dire, et vous montrer pour appuyer nos arguments. Le sourire du policier, devant tant de franchise, venait de disparaître. Il posa le morceau de beignet qui lui restait sur son bureau. Il se redressa sur sa chaise et nous regardait à présent avec franchise, avec les yeux d'un vrai policier. John continua sur le même ton. Monsieur le policier, mon ami et moi-même, nous avons été témoins d'un crime, de l'assassinat de ce policier, dans la forêt des Camélias. En entendant cela, le policier appela un de ses collègues. Il devait être en régime, ils étaient moins enveloppés que l'autre. Frank vient voir, nous avons les fameux témoins sur le meurtre d'Harry. Notre cadavre venait de se matérialiser dans notre tête et il s'appelait Harry. Tout en s'approchant vers nous, le second policier dit au premier. Ils te font une farce, Bob. Puis, en s'adressant à nous, vous savez, les gosses, que si vous racontez des mensonges à la police, on pourrait appeler vos parents. John se tourna vers moi et me fit signe de la main de montrer le briquet. Il dit aux deux policiers, nous avons quelque chose pour vous et peut-être que cela vous aidera à arrêter le meurtrier de votre ami Harry. D'un ton ironique, le second policier nous dit. Vous avez le nom du meurtrier, dit-le sans tarder, et l'enquête sera close. John n'apprécia pas cette remarque. Il se leva de sa chaise et se mit à crier au policier. Voilà pourquoi on n'a jamais pu élucider la disparition de mon oncle. Avec de tels policiers comme vous deux, vivent les disparitions et les crimes. Puis il se tourna vers moi, et avec autorité me dit Donne-leur ce briquet, et partons d'ici. Je ne l'avais jamais vu dans une telle colère. D'habitude, il était d'une humeur si réservée et discrète, qu'il ne m'avait jamais dit qu'un de ses oncles avait disparu. Je posai le briquet sur le bureau, puis je suivis John vers la sortie. Devant tant de détermination ou d'obstination, vous choisiriez vous-même
Les policiers n'eurent d'autre solution que de nous rappeler. Ils s'excusèrent auprès de nous et jurèrent de prendre avec confiance notre témoignage. On se mit à table et commencèrent par nous demander nos identités. Avec tout ce qui suit, on disait aux policiers tout ce qu'on pouvait se rappeler, tout ce qui nous semblait important, que le meurtrier était un homme, possédant une Jeep verte, et qu'il s'était blessé au front, que ce briquet venait du lieu du crime. Nous venions de terminer notre déposition quand un des troisièmes policiers s'approcha des deux autres policiers. On ne vit pas tout de suite son visage, on ne voyait que son dos. Il salua ses collègues et leur posa cette question. Vous les arrêtez maintenant au berceau? Celui qu'on appelait Frank lui répondit. Salut Maurice, ce sont les gosses qui ont été témoins du meurtre d'Harry. Le troisième policier lui répondit. Tiens donc, parfait, cela nous évitera de les rechercher. Puis il se tourna vers nous. Mon Dieu, jamais un visage ne nous fit tant peur. John et moi, on se regarda mutuellement. Je crois que lui aussi, à cet instant, avait reconnu le meurtrier d'Harry. Ce dernier n'était autre qu'un policier. Que peuvent faire deux enfants face à un policier ayant sur les mains un crime et à sa ceinture un pistolet? Il s'assit sur le bureau en face de nous et commença à nous poser différentes questions, comme celle-ci. Avez-vous vu le meurtrier? Son visage? Le reconnaîtrez-vous si vous le voyiez de nouveau? Même avec peu d'intelligence et notre manque de rigueur dans notre travail scolaire, on n'était pas assez bête pour lui répondre oui. Un oui signifiait voulez-vous que je vous tue à votre tour? Tout en gardant la tête baissée, on resta vague sur nos réponses, prétextant qu'on se trouvait bien trop loin pour l'identifier. Et il ne semblait pas convaincu. Bob nous remercia pour notre aide. L'enquête par notre témoignage venait de devancer le meurtrier. On commença à se lever pour partir, quand notre meurtrier nous proposa de nous raccompagner. Tout en essayant de garder notre calme, John et moi lui répondîmes. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur le policier, on retrouvera notre chemin. Mais on avait beau refuser, il avait tous les arguments de son côté. Frank et Bob insistèrent pour qu'il nous accompagne. Frank nous dit. Vous aurez le droit de faire sonner la sirène de police. On était à court d'arguments. Insister davantage voulait dire qu'on avait quelque chose à reprocher à notre chauffeur Maurice. Soudain, le meurtrier d'Harry nous dit. Si vous ne voulez vraiment pas que je vous raccompagne, je n'insisterai pas. On quitta le commissariat à pas de loup en retenant notre respiration. Le moindre son à notre attention nous aurait foudroyés sur place. À notre surprise, on sortit libre du commissariat et surtout sains et saufs. Mais étions-nous vraiment tirés d'affaire? Nous l'avons cru à cet instant. On avait rencontré le meurtrier d'Harry et il nous avait laissé partir parce qu'il avait cru que l'on ne l'avait pas reconnu. On pouvait retourner à une vie normale. Plus de soucis, plus de craintes, plus de policiers. On avait seulement fait quelques mètres quand une voiture de police s'arrêta à nos côtés. C'était l'officier Maurice, qui nous faisait signe de venir dans sa voiture. John me murmura. Faisons comme si on ne l'avait pas vu. Il finira par partir de lui-même. Il insista pour qu'on monte dans sa voiture, mais on refusait ses avances. On finit par arriver dans le coin d'une rue qui était complètement déserte, et là, tout s'éclaira. Le temps, nos vies étaient liées à présent. Maurice, avec sa voiture, venait de couper notre route et nous menaçait à présent de son pistolet. D'une voix forte, et il nous demandait de monter, ou sinon, il nous tuerait sur-le-champ. Il n'avait pas cru notre version. Il nous répétait sans cesse, toujours en nous menaçant. Je suis sûr que vous m'avez reconnu, même si vous ne parlez pas aujourd'hui. Il arrivera un jour où vous retrouverez la parole. Je préfère prendre les devants et me garantir de votre silence. On allait tous deux être tués à notre tour. Peu importe l'endroit, là, dans cette rue ou dans sa voiture, quelle importance. Je n'oublierai jamais l'instant où John se tourna vers moi, me fit un dernier sourire en me disant d'une voix très calme et apaisante. Quand je te le dirai, tu courras pour moi aussi vite que tu pourras. Fais-le, mon ami, en souvenir de moi. Puis, d'une voix résignée, il continua. Je suis bien trop enveloppé pour éviter ces balles. Veille sur ma mère, promets-le-moi.
Aucun son ne voulait sortir de ma bouche. Pour réponse, je lui fis un hochement de la tête. Il se mit devant moi, avança jusqu'à la voiture, se tourna une dernière fois vers moi et me fit un dernier sourire. Puis sa voix résonna si fort que le ciel en trembla. Il sauta sur le revolver de Maurice et me cria: Allez, sauve-toi! Sauve-toi, je ne pourrai pas le tenir longtemps. Moi, je restai là, sans bouger, sans lui apporter mon aide. Je l'entendis de nouveau. Tu me l'avais promis. Mes jambes se mirent à courir comme si je galopais dans une course sans fin. J'entendis une dernière fois la voix de John qui me criait: Cours, cours, mon. Sa voix se coupa net au son d'un coup de feu qu'on venait de tirer, suivi d'un deuxième, d'un troisième, et enfin d'un dernier. J'étais à présent bien trop loin pour entendre le moindre coup de feu. J'arrivai à la maison, en vie et les yeux remplis de larmes. Ma mère m'attendait à notre porte avec l'officier de police Bob, et nous attendait John et moi pour veiller à notre sécurité. Il avait expliqué à ma mère que juste après notre départ, il avait reçu l'expertise des balles qui avaient servi à tuer l'agent Harry, et à présent John. Les balles venaient du revolver de l'agent Maurice. En me voyant arriver, ma mère comprit qu'il s'était passé quelque chose. Elle me prit dans ses bras et me dit: Dis-moi ce qu'il s'est passé, Kevin. Je lui répondis: John est mort. L'agent Bob passa un avis de recherche contre l'agent Maurice. On l'arrêta dans les heures qui suivirent son dernier meurtre, celui de John. Au procès, comme pour donner raison à ses crimes, il se chercha des circonstances atténuantes. Et il avait tué l'agent Harry, parce que ce dernier ayant découvert qu'il rackettait les commerçants des boutiques du coin et comptait le dénoncer. Mais qu'en était-il pour John? Quand le juge lui posa la question: Que ressentez-vous maintenant, après avoir tué un enfant, en vous y prenant à 5 fois? Il fit pour réponse: J'avais beau tirer sur lui, une fois, 2 fois, et ainsi de suite, et refuser de lâcher mon revolver. Je n'avais eu d'autre choix. Il fut condamné à terminer sa vie en prison. On m'avait dit par la suite, pour me réconforter, qu'on s'était, John et moi, trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Rien de plus que cela. Mais existait-il vraiment de bons moments ou de bons endroits? Aujourd'hui, avec l'âge, je pense que ce ne sont seulement les hommes qui créent ces moments et les moulent à leur guise. John me manque tant, même après toutes ces années qui se sont écoulées depuis sa disparition. Son départ précipité a laissé un vide qui, je sais maintenant, ne se comblera jamais de mon vivant. Comme je voudrais tant recréer le moment où je me suis enfui et abandonné mon ami. Je voudrais tant remonter le temps, lui prendre sa main, le tirer vers moi, courir sous les dalles de Maurice et rentrer sains et saufs, tous deux à notre maison. Je me demanderais toujours ce qui serait advenu de nous si je n'avais pas pris la fuite et si j'avais apporté mon aide à John. Peut-être serait-il encore en vie à cet instant. Je ne le saurai jamais. Mais qui sait? L'avenir est incertain. Peut-être qu'un jour, John prêtera son regard à un autre enfant et m'apportera enfin ma réponse. Devait-il vraiment mourir ce jour-là, ou ne l'avait-il fait que pour me sauver la vie?